Salut à tous, comme d'habitude le pouce bleu et le partage, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Et pour ceux qui veulent soutenir, c'est possible sur Utip, gratuitement en regardant des pubs ou bien en devenant Fire Tipper si vous avez les moyens. Aujourd'hui, vidéo très spéciale que j'attends de faire depuis très longtemps maintenant. Depuis la sortie d'Odyssée, j'ai sorti 2 vidéos théorie sur cet opus. L'un où je parlais d'une suite à une trilogie antique et l'autre Ragnarok où l'on parlait donc d'une trilogie mythologique. Et bien maintenant, on le sait, ce sera bel et bien chez les Vikings que la licence plante son drapeau. Ceux qui me suivent depuis un bail savent que j'étais très attaché à une trilogie antique, mais les Vikings c'est impossible de ne pas être hypé et je le suis totalement. Donc voilà, dans cette vidéo on va revenir sur le trailer, sur les infos entourant l'histoire, l'époque, le personnage principal et pour finir un peu de théories qui n'en sont plus vraiment puisque la grande majorité de ce que je vous avais déjà dit dans la vidéo Ragnarok et dans la critique des DLC d'Odyssée se sont plus ou moins confirmés. Alors le trailer sorti le 30 avril 2020 n'a pas l'air si fourni que ça en informations, mais en vérité, on comprend très largement quelle va être l'ambiance de cet opus, et plus ou moins le déclencheur de l'histoire. On a une voix off qui décrit les Vikings, qui les décrit de manière très péjorative, alors qu'en fond les images montrent un peuple assez uni, où les enfants vivent heureux. La fameuse voix continue de cracher sur les Vikings, les insultant de barbares, insultant leur religion, tandis qu'en image on découvre le visage du personnage masculin de ce nouvel opus qui s'appelle Eivor. La voix off enchaîne en disant qu'ils sont des meurtriers et qu'ils tuent aveuglément, alors que la vidéo en fond nous montre Eivor épargnant une femme et des enfants durant l'attaque d'un village. Cette même voix enchaîne en disant qu'ils viennent sur les terres d'Angleterre, des terres qui selon lui ne seront jamais défendues ou aimées par ces païens, alors qu'en vidéo on les voit s'y installer en paix et érigeant la statue de leur dieu Odin. Ensuite on passe sur un plan très important puisqu'il nous montre le personnage qui parle en voix off depuis le début du trailer. Il s'agit d'Alfred le Grand de Wessex qui signe un traité de guerre contre les invasions vikings. Un traité très certainement envoyé à tous ses alliés de Grande-Bretagne, de quoi nous donner du fil à retordre durant l'histoire. La suite du trailer est un enchaînement de plans nous montrant certainement une des grandes batailles du jeu, opposant l'armée viking d'Eivor à l'armée d'Alfred le Grand menée au loin par son général de guerre je suppose, qui pourrait très bien être un de ses fils d'ailleurs. Durant cette bataille on voit clairement qu'au début les forces vikings ont du mal, certains se font tuer, on a le droit à des plans dignes de la série Vikings, notamment celui-ci avec le regard d'Eivor, qui est digne d'un de ceux que Ragnar nous a proposé plusieurs fois dans la série, un regard porté vers une représentation d'Odin sur le champ de bataille. Un coup d'éclair et Eivor voit un corbeau s'envoler de l'endroit où était le vieil homme. Eivor en conclut donc qu'Odin est avec eux durant la bataille et le crie à ses frères et sœurs vikings, qui sont reboostés, tandis qu'un gros chevalier débarque pour un combat 1v1 octogone avec Eivor, et alors que ce dernier est en mauvaise posture, il nous sort la lame d'assassin et hop, fin du trailer. Comme je le disais plus tôt, ce trailer nous dévoile pas grand chose, le nom de l'assassin Eivor et le roi Alfred le Grand, c'est pas avec le trailer que j'ai trouvé ça. Je suis allé choper les infos sur le site officiel d'Ubisoft, plus particulièrement sur le store, où il y avait un résumé très bref de cet opus. Mais le plus gros des infos que j'ai eu après la sortie du trailer, je les ai trouvés sur l'article du Point Pop que je vous ai mis en description. Durant cet article sorti à 17h pétante, on a une exclue venant d'un des principaux artisans de ce nouvel opus, Julien Laferrière, qui révèle moult infos sur l'histoire et le gameplay. Les infos que j'ai vérifiées en regardant d'autres articles sur d'autres sites comme jeuxvideo.com, donc c'est du solide, c'est des infos très fiables puisque vérifiables. L'histoire se déroule donc durant le 9e siècle, on incarne le viking Eivor qui est un chef de guerre motivé par la gloire et l'envie d'atteindre comme tout bon viking le Valhalla. Pour ceux qui ne sont pas très vikings, le Valhalla c'est le paradis offert aux guerriers vikings mourant avec honneur sur le champ de bataille. Ce chef de clan va se retrouver au cœur du conflit entre les assassins et l'ordre des anciens. L'aventure débutera en Norvège et ensuite se déroulera en Angleterre. Le côté RP d'Odyssée est conservé et ira même encore plus loin puisque cette fois Eivor sera jouable en version féminine et masculine. En gros, peu importe le sexe, l'histoire sera la même. C'est exactement ce que j'espérais pour les personnages d'Odyssée alors que malheureusement ils en ont fait 2 personnages différents pour ensuite via les bouquins confirmer que le vrai assassin du jeu est Cassandra et pas Alexios. Là au moins c'est plus clair et surtout il n'y a pas d'embrouille, qu'il soit homme ou femme, Eivor est le même personnage. Alors il sera donc possible aussi de choisir ses vêtements, ses tatouages et même la
pilosité de la barbe. Encore une fois, normalement les décisions du joueur par rapport à l'histoire auront des répercussions scénaristiques. Mais au vu du fait que cette promesse avait été faite pour Odyssey et qu'au final, à part vraiment quelques événements mineurs, rien ne changeait vraiment, je vais prendre cette info avec des énormes pincettes. Et même si ce serait bel et bien le cas, comme dit sur ma critique d'Odyssey, je trouve que le fait de choisir le cours de l'histoire du jeu au lieu de la subir, ça va à l'encontre de ce qui a toujours été fait avec la saga. Sur Origins, on n'avait pas besoin de ça pour avoir un excellent jeu. À voir comment ça va se présenter, je ne ferme pas complètement la porte du moment que c'est mieux foutu qu'avec Odyssey. Le producteur du jeu, Julien Laferrière, que j'avais déjà vu à plusieurs reprises sur pas mal de vidéos promotion pour Origins, via notamment des interviews, aurait dit que le scénario serait subtil tout en dualité, qu'il s'agirait d'une vraie histoire de vikings, que leur ambition avec ce jeu est de créer l'ultime fantasy viking. Bon, on sait que ce Julien est quand même là avant tout pour vendre son produit. Je me rappelle très bien d'une de ses interviews pour Origins, où quand on lui demande si Bayek allait être un personnage que l'on reverrait souvent dans la saga comme un certain Ezio. À chaque fois qu'on introduit un nouveau personnage, c'est un peu dans les mains des fans en fait, à voir la réception, est-ce que les gens vont aimer cette personne-là. Nous, évidemment, on est vraiment excités de présenter ce personnage-là qu'on juge qui est super intéressant, mais on va voir la réception des fans pour la suite. Donc ça veut dire que Ezio, c'est le fait qu'il a été apprécié dans le 2 ou vous vous êtes dit qu'on va le prolonger sur... C'est exactement ça qui est arrivé. D'accord, Ezio, on a créé ce personnage-là, il était super intéressant, puis les fans en redemandaient, donc on a dit on a d'autres histoires à raconter autour d'Ezio, puis on va continuer son histoire, puis c'est le Ezio qu'on connaît aujourd'hui est né grâce à ça, est né grâce aux fans. Origins a été le gros carton qui a totalement relancé la licence et Bayek est l'un des assassins les plus appréciés. Donc clairement cet homme, faut pas trop avoir confiance sur ce genre de détails, mais il est là pour vendre son produit et pour ça on peut compter sur lui. Il donne des précisions sur le gameplay avec Eivor, la possibilité de faire des raids avec sa bande de combattants, dans des fortifications ou des villages pour récupérer de l'or et des armes. Il y a un mode assaut qui permet de vivre un siège comme soi-disant dans une super production hollywoodienne. Avec Eivor on pourra également développer son village et choisir soi-même les combattants qui composeront notre Drakkar. Au niveau du système de combat, pas de grande précision pour le moment, mais il sera possible de se battre en utilisant une arme par main, comme par exemple deux haches ou une hache et un bouclier. Le bouclier qui est enfin de retour dans le système de combat. Déjà qu'avec les Spartes c'était une honte de ne pas utiliser un bouclier, alors imaginez un jeu sur les Vikings sans le bouclier, ça aurait gueulé encore plus. Il insiste sur l'envie que le joueur imagine et construise sa propre saga. Le choix de cette période serait donc voulu dans ce sens, puisque la période des Vikings offre moultes intrigues politiques, où la Grande-Bretagne est fracturée par ses nombreux rois. Julien parle également plus en profondeur sur le village que l'on va gérer. Pour vous donner une idée de comparaison, le camp de Dutch dans Red Dead Redemption, sauf que là, sur Valhalla, ce sera beaucoup plus complet et vivant puisqu'il s'agira de tout un village. Les pillages offrent des ressources pour gérer la cité afin de l'agrandir et l'étoffer, par des constructions par exemple, ce qui activerait de nouvelles missions et des nouveaux talents comme un forgeron pour améliorer son équipement. D'après Julien, le village est le cœur narratif du jeu et un élément très important du gameplay. Il est possible par exemple que des personnages rencontrés pendant l'aventure rejoignent le clan du héros, et les décisions prises auraient des conséquences également sur le village. Il y a un passage de l'article qui a retenu particulièrement mon attention, le fait que les quêtes commencent autour d'une table de guerre où il sera possible de choisir ses alliances avec des seigneurs locaux, de sauver des compagnons prisonniers. L'exploration est fortement encouragée ainsi que les décisions stratégiques, ce qui me semble logique et assez inévitable, les décisions stratégiques. Apparemment le cheval serait remplacé par le Drakkar, mais j'imagine mal le fait de ne pas avoir de cheval dans le jeu, étant donné qu'on ne va pas non plus passer notre vie sur le Drakkar. Une fois sur Terre, il faudra bien se déplacer autrement qu'à pied. Le fameux aigle de la saga sera cette fois-ci un corbeau qui sera capable d'analyser les opportunités qui se dessinent dans le monde ouvert du jeu, et Julien précise que l'offre est très généreuse. Et enfin, les pays visitables ne se limiteront pas forcément à la Scandinavie et la Grande-Bretagne, mais pourquoi pas également la France et l'Amérique. En ce qui concerne le gameplay, on n'a pas plus d'infos pour le moment, et de toute façon une vidéo gameplay a été annoncée pour le 7 mai à 17h, donc je vais pas revenir dessus. En revanche, j'en reparlerai très certainement en vidéo après visionnage du trailer gameplay. Pour finir, avant de partir sur de la théorie, je tiens quand même à revenir un peu sur le personnage d'Eivor, et sur le fait que beaucoup trop de monde pense qu'Assassin's Creed c'est plus ce que c'était, que c'est plus des assassins. Si avec Odyssey je peux comprendre ce genre de commentaires parce qu'on y parle plus des Issus que des assassins, vu que l'idée de confrérie n'était pas encore bien évidente, juste suggérée surtout en partie avec le DLC de la lame et Darius, avec Valhalla, on est 800 ans après Origins.
Origins environ. Et il y a la création du credo, la hache du héros qui a le logo des assassins. Et Eivor, il a une capuche non seulement visible sur les figurines des éditions collector, mais également sur le trailer cinématique. Il ne la met pas, certes, mais elle est là, on la voit. Eivor a une lame d'assassin dans le style de celle de Darius, sûrement pour des raisons qu'on nous expliquera ou pas, ça serait bien qu'on nous l'explique quand même. Mais voilà, Eivor est un assassin. Il faut arrêter de voir les assassins uniquement en mode furtif. Mario, l'oncle d'Ezio par exemple, il avait l'air d'un assassin hyper discret comme un Altaïr ou un Ezio. Bah non, pas vraiment. Et pourtant Mario était bien un assassin. Il s'agirait de se servir de son crâne les amis à un moment donné. Est-ce que Eivor deviendra assassin durant l'aventure ou est-ce qu'il le sera déjà relativement tôt dans l'histoire? Ça c'est la vraie question qu'on peut se poser et personnellement j'espère qu'il le sera dès le début de l'histoire. Qu'on nous développe une vraie backstory avant de plonger dans l'univers de Valhalla et des raids contre la Grande-Bretagne. Otso-Berg, un templier d'Abstergo, est central. Il aurait découvert qu'un de ses ancêtres était un raideur viking. Dans le dernier tome, il est question d'un certain trident d'Éden, que les héros cherchent à éloigner des assassins et des templiers. Un des personnages découvre grâce au souvenir de son ancêtre viking Styrbjörn que la dernière partie se trouve en Scandinavie. Otso-Berg finit par être avec Layla. On peut clairement imaginer que la théorie d'un AC chez les vikings devient de plus en plus plausible. Durant l'épisode 3 du DLC de l'Atlantide, un plan insiste bien sur le fait que Poséidon lâche son trident. Toutes ces infos, je vous les avais données depuis mai et septembre de l'an dernier en vidéo. Vous aviez déjà tout en main, sans nul besoin de leak ou quoi que ce soit d'autre, juste en regardant mes vidéos. Mais étant donné qu'il y a sûrement des nouveaux pour cette vidéo, on est reparti pour une explication détaillée. Avec la confirmation d'un opus chez les Vikings, la fin de l'histoire d'Odyssée dans le DLC de l'Atlantide, au passage une pratique marketing scandaleuse, parce que oui gros MDR si vous pensiez que la fin d'Odyssée se terminait dans son histoire principale, il est plus que certain que l'ADN exploré, le sang exploité par l'animus de Layla durant Valhalla sera celui d'Otso-Berg, puisqu'elle se bat contre lui, le cloue littéralement au sol, et attend son équipe d'intervention tandis qu'il gît au sol. Otso-Berg est présent dans Assassin's Creed Rogue, et dans cet opus, il confiera qu'il a une fois testé l'animus et y a vu un ancêtre viking raider. Il ira même jusqu'à décrire une bataille durant l'année 793. Mais ce n'est pas le seul lien avec l'époque viking dans la licence. Dans les romans L'As Descendante, et en particulier son dernier tome, il est question du trident d'Éden, que les héros cherchent à éloigner à la fois des assassins et des templiers. Ce fameux trident fut utilisé il y a très longtemps par Alexandre le Grand pour fonder son vaste empire. Quand ce dernier mourut, le trident fut divisé en 3 parties et dispersé à travers le monde. Et dans ce dernier tome de l'As Descendante, un des personnages finit par découvrir via son ancêtre viking Styrbjörn que la dernière partie du trident se trouve en Scandinavie, et l'histoire du viking Styrbjörn se situe durant les années 900. Pile durant les années d'Assassin's Creed Valhalla. Dans le lore d'Assassin's Creed, il y a un personnage intéressant côté Ordre des Anciens, Arthur Pendragon, qui aurait défendu ses terres face aux Vikings durant les années 500-600 avec son épée Excalibur, qui pourrait très bien être une épée d'Éden, similaire à celle présentée durant Unity. Une arme redoutable donc du côté de l'Ordre des Anciens, qui pourrait très bien être également utilisée contre nous durant cet Assassin's Creed Valhalla, ce qui nous obligerait sans doute à trouver nous aussi une arme d'Éden pour rivaliser d'égal à égal, avec pourquoi pas Mjolnir ou la fameuse dernière partie du trident d'Éden. Alors bien sûr c'est très hasardeux de faire le rapprochement entre des romans traitant du trident d'Éden et les jeux vidéo qui n'ont pas encore fini leurs intrigues, mais le fait est que tous ces événements pourraient se rejoindre dans cet opus Valhalla. En plus du cas d'Otso-Berg avec le DLC de l'Atlantide, on voit Poséidon faire tomber volontairement son trident dans la cité. Or ce trident de Poséidon, on ne le revoit jamais dans le présent, ni à l'époque d'Alexios Cassandra, puisque l'objet d'Éden d'Odyssée, c'est le bâton d'Hermès. Avec cet Assassin's Creed Valhalla, il serait peut-être temps d'approfondir les bâtons d'Éden spéciaux. Dans Odyssée, on a le bâton d'Hermès. Dans le DLC de l'Atlantide, on a le trident d'Éden, trident de Poséidon. Certes, on dit trident, mais dans le fond, c'est comme un bâton, sauf qu'en haut, il a 3 bouts pointus, d'où le mot trident. Puis en plus, depuis la fin d'Assassin's Creed 2, Ezio, quand il croit avoir assassiné Rodrigo Borgia, ce dernier se relève avec le bâton d'Éden, avec lequel il se battra, tandis qu'Ezio utilisera une pomme d'Éden.
d'Éden. Ce fameux bâton d'Éden qui, une fois associé à la pomme, permet à Ezio d'ouvrir le chemin vers la salle où se trouve Minerve. Il y a vraiment beaucoup de questions auxquelles Valhalla pourrait apporter des réponses. En ce qui concerne donc Layla, encore à l'heure actuelle, on ne sait pas quels sont ses réels objectifs. Pourquoi dans Odyssée elle cherche l'Atlantide? Pourquoi une ancienne sbire des Templiers dirige une équipe d'assassins? En prenant en considération toutes les infos proposées précédemment, il est pour moi possible que Layla ait pour mission de rassembler les bâtons d'Éden, peu importe leur nom, pour une raison qui n'est pas encore vraiment donnée, ce qui ferait sens avec ce passage. Promets-moi une chose. Tout ce que tu veux. Quand tu auras fini, détruis-le. Détruis-les tous. Alexios ferait donc référence aux parties du trident d'Éden et ou les bâtons d'Éden. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait référence à plusieurs artefacts d'Éden. C'est très compliqué d'aller plus loin dans la théorie, puisqu'à chaque fois qu'un Assassin's Creed sort, la partie dans le présent ne fait jamais partie de la promotion du jeu. Sûrement parce que depuis des années maintenant, la licence mise avant tout sur les époques traitées avec l'assassin dans le passé et son histoire, plutôt que la trame principale, l'histoire de la saga qui se trouve dans le présent. Et c'est bien dommage parce que l'arrivée de Layla relance totalement l'histoire du présent, mais je trouve que les moyens ne sont pas aussi mis en avant qu'avec Desmond. J'espère que Valhalla proposera une histoire vraiment solide dans le présent, avec une fin aussi mémorable qu'avec les jeux du temps de Desmond, qui donnaient vraiment une envie d'enchaîner sur le prochain opus. J'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez une idée plus précise de ce qui vous attend pour la fin d'année. Normalement, je pense avoir donné assez pour, mais n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur le sujet. Je ne suis clairement pas détenteur de la vérité vraie. Beaucoup d'autres créateurs ont sûrement d'autres détails et théories à vous donner. Et je vous en prie, prenez-les avec des pincettes. Ne tombez pas dans la facilité juste parce que l'histoire vous paraît meilleure. À la différence de pas mal de créateurs, je vous propose des théories qui se basent principalement sur des faits, tandis que d'autres vous proposent des théories sur des faits également théoriques. Quand je vous parle des bâtons d'Éden, du trident de Poséidon ou bien encore du bâton tenu par Rodrigo Borgia, c'est des faits quoi. Vous vous en souvenez pas forcément, mais ils sont là. Je vous invente pas des théories qui se reposent sur du flanc. Donc donnez de la force aux gens qui s'arrachent pour vous, pas des gens qui vous inventent monts et merveilles basés sur rien du tout si ce n'est leurs paroles. Pour moi, les rares personnes qui méritent votre attention, c'est Jonathan et l'ami AC Templier, actif sur Twitter et Facebook. Leurs liens seront en description. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo Assassin's Creed après la sortie du gameplay prévu pour le 7 mai à 17h. Je vous invite à venir en commentaire pour débattre sur le jeu, son histoire et son gameplay. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et cochez sur la cloche YouTube si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Si à raison vous n'avez pas confiance en cette cloche, suivez-moi sur Twitter, j'y suis très actif et partage beaucoup. Je me suis remis aussi à Instagram depuis quelques temps, donc n'hésitez pas, les liens sont en description. Je vous rappelle également qu'un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.